Christophe Boulanger et Grégoire Pranger, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Comment se sent-on à la veille d'abord une importante visite de presse nationale demain et puis il y a le vernissage jeudi soir, je crois, des deux expositions? Eh ben c'est d'abord une grande joie de pouvoir enfin accueillir le public qui puisse découvrir cette exposition, ces expositions qui sont toujours un grand travail de toutes les équipes du musée, de beaucoup de partenaires. Et du coup, on est très heureux évidemment de pouvoir enfin accueillir le public. Christophe Boulanger. La même chose évidemment. Si ce n'est que vous, l'exposition sur Guy Brunet, le cinéma de mon père, elle a commencé déjà un petit peu en amont de début avril. Hein. Oui, nous l'avons ouverte le 5 avril. On a le souci de laisser les salles fermées le moins longtemps possible pour le public. Et le fait de différer les deux ouvertures et accrochages, ça permet ça en fait. On va commencer cette émission justement avec Guy Brunet, le cinéma de mon père, puisqu'elle est déjà en cours. On fera peut-être un lien après avec Marie Zamertz. Mais dites-moi, Christophe Boulanger, d'abord, qui est Guy Brunet, ce passionné de cinéma un peu atypique? Oui, c'est vrai. C'est un réalisateur, il se déclare comme tel, autodidacte, qui a fondé sa propre firme de cinéma dans l'Aveyron. Il est né en 1945 à Viviers, donc c'est le bassin minier de l'Aveyron, et il va avoir une enfance qui va se dérouler au cœur du cinéma, puisque son père, Charles Brunet, projectionniste ambulant, va programmer des films dans plusieurs salles, puis il va finir par acquérir un cinéma, plus tard dans le Tarn, à Cagnac-les-Mines. Et Guy va passer ses premières années devant la toile. Sa mère travaillait aussi au cinéma. Ça fait penser un peu à Cinéma Paradisio, hein, ce film qui se passe en Italie. C'est joli comme parallèle. C'est vrai que Paravision, ce serait pas loin de Paradisio, dans le sens aussi où Guy dit de ce nom de firme, dont il est l'unique animateur, hein, c'est ça qui est très singulier, que c'est para pour paradis. Et vision parce qu'il pense que chaque personne, un peu comme devant un tableau, qui regarde une de ses silhouettes, un de ses décors ou un de ses films, doit se faire sa propre idée. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, il va se lancer dans une œuvre un petit peu unique, puisqu'il va réaliser près de 350 affiches, 750 personnages de cinéma. Il va endosser tous les rôles, acteur, réalisateur, producteur. C'est une œuvre un peu titanesque. C'est une œuvre-vie. C'est toute sa vie qu'il a engagée là-dedans. Il faut imaginer qu'il est parti de rien. Après la fermeture du cinéma familial en 1963, c'est un effondrement pour lui. Ce monde merveilleux, cet âge d'or, c'est quelqu'un qui a une connaissance de l'histoire du cinéma incroyable, c'est un vrai historien. Cet âge d'or disparaît. Et il vit sa vie, il travaille en usine, jusqu'en 1986 où il refuse de continuer à travailler, il veut se consacré à sa passion, et il va commencer par écrire des longs manuscrits qui sont pas encore des scénarios, enfin il y a les deux, scénarios et longs manuscrits. Il aime beaucoup écrire, c'est quelqu'un qui écrit bien, et où il invente ses films, où il reprend des thématiques de films qu'il rejoue à sa façon. Mais est-ce qu'il y aura une reconnaissance de son œuvre à cette époque-là? Est-ce qu'il va trouver des producteurs qui vont l'accompagner? Comment ça va se passer? Ou sera-t-il un peu seul dans cette quête? Il est son propre producteur. Il est son propre diffuseur. Il a l'argent pour le faire? Non, pour le faire. Il n'a pas d'argent. La particularité de ce travail, c'est qu'il va puiser dans tout ce qu'il peut trouver autour de lui pour monter son projet. Il n'a pas d'acteur, mais il a envie de vivre avec des acteurs et actrices, donc il va réaliser des silhouettes en carton. Vous l'avez évoqué, on est à près de 1000 maintenant silhouettes. D'actrices, d'acteurs, de réalisateurs, de costumiers, costumières. Enfin, c'est très, très étonnant. C'est vraiment une vraie histoire. Mais il va traverser entre 86, ses premiers écrits, 94, il accède à un lieu, il peut enfin avoir un atelier. 2001, son premier film, c'est une traversée du désert en quelque sorte. Quelques personnes viennent le voir, une association se crée pour l'aider, mais c'est une traversée du désert. Et encore, pas encore, l'association ce sera en 2000. Et c'est à partir de 2001-2002, il va exposer en 2002 au Musée international des arts modestes, le MIAM à 7, pour ses affiches qui sont magnifiques. Et là, il y a un début de reconnaissance. De quoi va-t-il vivre, cet homme? Ou de quoi vit-il, puisqu'il est
Il est toujours vivant? Il a 79 ans. Il ne vit plus dans la grande maison dans laquelle il produisait ses silhouettes, mais il est toujours actif et il pense toujours à l'histoire du cinéma. Il travaille différemment. Est-ce que c'est un homme aujourd'hui apaisé? Vous l'avez rencontré? Oui, à plusieurs reprises. Est-ce que c'est un homme apaisé, justement? Est-ce qu'il a eu toute la reconnaissance qu'il attendait? Il connaît la singularité de son travail, c'est-à-dire que c'est hors circuit de diffusion, alors que ça lui a permis de faire des films de 8 heures, par exemple, de 4 heures, de 3 heures. Alors il va se consacrer à l'histoire du cinéma, il va créer des fictions avec La Planète Rêveuse, mais il est très libre. Donc finalement, oui, il est apaisé par rapport, il sait ce qu'il a accompli, c'est un travail très très étonnant. Après, il a une inquiétude sur l'état du monde. C'est quelqu'un Guy est quelqu'un de très réfléchi, très mystique, et qui aime pas l'état du monde actuel. Ça le préoccupe beaucoup. Qu'est-ce que vous avez souhaité partager aux visiteurs au LAM à travers cette exposition? Une autre manière d'appréhender le monde du cinéma? Oui, et son histoire. Oui, parce qu'en plus, c'était un passionné de Cécile B2000, le réalisateur des 10 commandements, mais de Pagnol, de Renoir, enfin voilà, de grands noms. On nous a interrogés sur le titre. Guy Brunet, le cinéma de mon père. Guy souhaitait, puisqu'il parle de son père et de sa vie, mais c'est évidemment une référence à la gloire de mon père, de Pagnol. Guy aime beaucoup. Il aime beaucoup Mistral, il a des rêveries aussi sur les Cathares. Et après, c'est le cinéma américain, le néo-réalisme italien, le cinéma français. Et donc, vous proposez aux visiteurs toute une déambulation parmi ces silhouettes, ces réalisations? Alors, c'est une exposition qui se déroule sur à peu près 300 mètres carrés, quelques grandes salles. C'est une immersion, vraiment, dans son monde. Guy a accepté, on le remercie, qu'il n'y ait pas de mise à distance, vraiment, enfin, que les œuvres ne soient pas surencadrées, ou que vraiment on ait l'impression, il y a plus de 100 silhouettes, d'être dans son atelier, dans le monde dans lequel il a construit ses films. Et ça, c'est vraiment généreux de sa part. Et voilà, donc meilleure chose qui puisse se passer, c'est que les gens ont l'impression On a fait l'exposition avec lui, on appelle ça une exposition cinématographique. Dans quel sens? Eh bien, dans le sens où les films ponctuent le parcours, et où pour le cinéma de mon père, comme c'est biographique, qu'on entende le générique à l'entrée de l'exposition, le projecteur 35 mm de cabine familiale est exposé, et Guy nous a guidés, telle silhouette à tel endroit, Cécile B2000, et voilà. Et donc c'est donc très une exposition passionnant. très sonore et qui va pleine de couleurs. Voilà, qui va nous projeter dans ce monde du cinéma. Voilà, il y a de quoi rêver en fait. Oui, ça fait rêver, puis aussi les moyens mis en œuvre. C'est de l'art pauvre, hein. Je crois qu'on va en reparler de l'art pauvre. Alors voilà, on fera la connexion tout à l'heure. Ouais, tout à fait, exactement. Et ça va être très joli, je crois, dans la rencontre avec Marisa Merz, l'exposition. Mais bon, ça c'est... Merci beaucoup Christophe Boulanger. On fera la connexion avec Marisa Merz. Et je me tourne vers vous maintenant, Grégoire Pranger. Alors vous êtes un des commissaires de l'exposition Marisa Merz. Alors elle est... Enfin, le vernissage a lieu jeudi soir, mais je crois qu'elle ouvre vendredi aux visiteurs. Une très grande artiste italienne qu'on a peu vue en France. Mais alors pourquoi aujourd'hui une telle rétrospective? Alors c'est effectivement une artiste italienne qui a une très grande reconnaissance de son vivant, qui est décédée en 2019 et qui a été largement exposée, et qu'on n'a pas vue en France en fait depuis longtemps. Elle a eu sa première rétrospective en musée à Paris, à Pompidou en 94. Il y a eu une belle exposition aussi à Vassivière en 2010, et puis depuis, presque rien. Et donc c'était la volonté de Sébastien Delot, l'ancien directeur du LAM, de pouvoir exposer et présenter au public cette artiste très importante pour une rétrospective. Alors, importante, pourquoi justement? Alors c'est une artiste importante parce que déjà elle est vraiment ancrée dans une histoire de l'art contemporain italien, déjà par sa proximité avec ce mouvement qu'on appelle l'arte povera, qui s'est structuré en 67-68. Expliquez-nous un petit peu la démarche. Oui, tout à fait. C'est une génération d'artistes qui sont aussi structurés autour d'un critique d'art qui s'appelle Bernardo Celant, et qui en fait essaye d'explorer une autre manière de faire de l'art, beaucoup plus proche, on va dire, de moyens pauvres, d'une certaine aussi
un protocole de création un peu différent. Alors quand on parle de moyens pauvres, c'est aussi bien des matériaux du quotidien, du recyclage. Tout à fait. Oui, c'est vraiment les matériaux naturels, du quotidien également, ce qu'on peut trouver en fait autour de soi. C'est aussi une manière d'accrocher très différente. C'est le plus possible en fait retirer la scénographie, par exemple, vraiment venir occuper l'espace tel qu'il existe, essayer de retirer le superflu, peut-être on pourrait aussi dire. Et c'est un mouvement qui va vraiment essaimer partout dans le monde, qui va être exposé aussi bien en Europe qu'aux États-Unis et partout ailleurs. Mais la particularité, c'est que Marisa Merz, dans les années 60, c'est une des premières femmes à faire partie de ce groupe d'artistes. Ce sera même... alors, on dit souvent que c'est la seule femme à avoir été associée à ce mouvement et à ce groupe d'artistes, et c'est aussi pour ça que mettre ce travail en avant aujourd'hui est important, même si, il faut bien le dire, elle n'a pas du tout été exclue de son vivant. Elle a vraiment eu des très grandes expositions assez tôt, en fait, dans sa carrière. Donc c'est pas une artiste qu'on découvre complètement aujourd'hui, mais c'est vrai qu'en France, c'était important de pouvoir la montrer à nouveau, puisque le public n'a pas eu l'occasion en fait de voir son œuvre depuis très longtemps. Alors, elle a été quand même Lion d'Or à la Biennale de Venise en 2013, une vraie reconnaissance. Parlez-nous aussi un petit peu de l'artiste en elle-même. Est-ce qu'elle était engagée socialement voilà, est-ce qu'elle souhaitait faire passer des messages? Parce que parfois, en utilisant cette technique de l'arte povera, parfois, il y a une manière aussi de dénoncer des problèmes sociaux. Alors, est-ce que c'était son cas? Oui, alors je dirais pas ça. Je pense qu'évidemment, aujourd'hui, on peut avoir certaines lectures devant son travail, et ça, c'est tout à fait normal que le public puisse tirer des fils. Elle-même n'était pas militante. Elle n'avait pas forcément de discours, voilà, ni politique ni social clair. Après, le public se fera aussi ses propres conclusion devant l'œuvre, une œuvre qui est très variée d'ailleurs, qui est très riche. Avant de poursuivre, je voulais justement échanger avec vous deux justement sur cette notion d'arte povera. On l'a évoqué avec Guy Brunet. C'est vrai que quelque part, on peut faire une petite connexion entre ces deux expositions. Cette manière d'approcher l'art de manière peut-être plus simple. Est-ce que vous pensez que les visiteurs seront sensibles à cette connexion? On l'espère, et on travaille pour. Mais oui, je pense, oui. C'est très très différent, et c'est, je crois, très complémentaire dans cette différence. En tout cas, comment dire, il y a une forme de mythologie de l'ordinaire, il y a qu'on retrouve chez les deux, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui est de l'ordre du quotidien le plus simple, commun, le plus commun, qui est magnifié et transformé. Oui. Il y a un rapport à l'intime, je pense aussi, qui est présent dans les deux œuvres et qui sera très, voilà, qu'on espère le public pourra percevoir. Et puis une certaine relation aussi un peu différente au marché ou au grand, on va dire, grand réseau de diffusion peut-être. Oui, ça c'est important, effectivement. Oui, c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est des gens qui sont à un endroit qui n'est pas forcément facile, c'est assez courageux, quoi. Alors effectivement, pour Guy Brunet, lui, il était perdu dans l'Aveyron. Pour ce qui est de Marisa Merz, qu'est-ce qu'il en était? C'est une artiste qui, évidemment, n'était pas en dehors du marché, puisque nombreuses galeries l'ont représentée. Elle a eu de très nombreuses également expositions, mais qui avait, on va dire, qui avait un rapport très intime à son travail, qui rendait parfois la séparation un peu difficile. Et puis c'est aussi une manière d'agencer. Elle aimait bien aussi conserver de nombreuses œuvres pour pouvoir ensuite les assembler dans l'espace et produire pour chaque exposition presque une œuvre immersive à part entière. D'où le titre Marisa Merz, Écoutez l'espace. Exactement, oui. Est-ce que c'est une exposition où le sonore également sera présent finalement comme dans l'expo Guy Brunet Alors le sonore est présent mais très différemment. Il n'y a pas de son dans l'exposition. Il y a un travail du rythme, mais un rythme plastique. Alors il y a une relation à la musique, mais elle est pas audible. Voilà, c'est comme si il fallait voir le rythme et la musique. Donc voilà, avec une très grande sensibilité. Grégoire Pranger, dites-nous quelles sont les œuvres les plus iconiques de Marisa Merz? Si vous pouviez nous en décrire une ou deux. C'est difficile à dire parce que je dirais comme ça peut-être deux axes. Qui peuvent être perçus comme très différents, mais je pense qu'il faut pouvoir les relier. Il y a un travail, on va dire, d'installation, de sculpture,
qui s'inscrit vraiment justement dans les démarches de l'arte povera, mais pas que. Et ça, c'est assez iconique. Marisa Merz travaillait le fil de cuivre qu'elle venait tricoter. Donc, c'est une technique extrêmement particulière qui lui est complètement singulière. Et donc, ça fait comme ça des grandes installations, des grandes sculptures en fil de cuivre tricoté. Ça, c'est extrêmement beau et très sensible. Et puis, il y a également un très grand travail du dessin et de la peinture. Et là, quelque chose qui est presque symbolique. Donc, c'est des visages parfois, donc elle relie aussi avec la grande histoire de l'art italien, donc des madones, des anges. Et elle a comme ça, en fait, disons, les 20 dernières années de sa vie, peint et dessiné énormément de figures comme ça, angéliques, des visages. Mais aussi des visages modelés en cire, en argile. Oui, l'argile, alors très particulier, l'argile crue, qu'elle ne cuit pas, hein, c'est quelque chose qui est assez peu courant, on va dire, dans le monde de l'art. Qui a séché, en fait. Qui sèche, mais oui, c'est qui ça, du coup et qui reste très fragile. Extrêmement fragile, la moindre pression, et puis l'œuvre peut disparaître. Mais ce rapport à la fragilité, ce rapport aussi à la possible destruction de l'œuvre, c'est quelque chose qui est très important, hein, pour bon nombre d'artistes, elle en fait partie. Voilà, donc, et vraiment des visages, beaucoup de visages, beaucoup de... alors, il y a un mot que j'aime bien qui dit que elle sculptait avec autant et aussi peu de matière que ses mains pouvaient en contenir. Donc c'est comme si, voilà, elle prend dans ses mains la matière et puis elle modèle avec ça ses propres visages. Christophe Boulanger, cette exposition Marisa Merz, en quoi elle vous touche également, en dehors de cette notion d'arte povera? Est-ce qu'il y a des œuvres aussi qui vous ont marqué? Oui, moi j'aime bien la rencontre qui va avoir lieu entre la sculpture qui sera dans le hall de Marisa Merz, et une œuvre de Guy Brunet qui sera en regard. Mais oui, bien, enfin plusieurs. Moi, c'est l'ensemble. Je retiendrai plutôt vraiment les parcours de vie, comme l'a souligné Grégoire. C'est vraiment ça qui est vraiment intéressant à creuser, je dirais, à mettre en dialogue, pour montrer que dans ces différences, il y a vraiment, sur la question de l'artiste, du cheminement de l'artiste, et de comment, au long de sa vie, on construit une œuvre, et on vit avec, vaille que vaille. C'est plutôt ça que je mettrais en avant. Écoutez, un grand merci d'avoir été présent ici au studio de RCF, Christophe Boulanger et Grégoire Pranger. Vous nous avez présenté les 2 expositions en cours et à venir, donc Guy Brunet, le cinéma de mon père, et Marisa Merz, écoutez l'espace, des expositions uniques. Un grand merci à vous. Et ça